Par curiosité, qui connaît la ponérologie politique de Andrei Lobachevsky dans la salle? Est-ce que quelqu'un la connaît? Personne. Super. Donc là au moins, là au moins je vais vous apprendre quelque chose de nouveau. Je ne sais pas si ça vous intéressera, mais c'est nouveau. Alors, M. Lobachevsky était un psychiatre polonais qui a vécu sous le système communiste polonais. Il a eu d'ailleurs de très gros ennuis avec le régime communiste polonais. Bon, ce qui se comprend parce que manifestement il était anticommuniste, bon, mais aussi parce qu'il avait tendance à dire la vérité, ce qui n'est pas une très bonne idée, ce genre de régime. Et M. Lobachevsky a, étudiant le monde dans lequel il se trouvait, le monde du système communiste polonais, a décidé d'écrire ce qu'il a appelé une ponérologie politique. Alors ponérologie, ça vient du grec, c'est un terme assez rarement employé, évidemment. C'est l'étude de la genèse du mal. Et donc la ponérologie politique, c'est l'étude de la genèse du mal appliquée à des fins politiques. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il a dit, M. Lobachevsky? C'est son approche qui est intéressante et c'est elle qui m'amène à être un peu inquiet dans ce que je vois aujourd'hui et dans ce que révèle, à mon avis, l'émergence du macronisme. M. Lobachevsky a vu évoluer les jeunes Polonais, en particulier les jeunes Polonais qui suivaient des études de psychiatrie, après l'instauration du régime communiste. Et il a remarqué qu'une minorité, de l'ordre à peu près de 6%, qui est devenue par la suite influente sous le régime communiste, avait en quelque sorte changé de discours, changé d'attitude dans les facultés de médecine. Alors c'était des gens qui pouvaient très bien venir de l'aristocratie ou de familles très religieuses catholiques. Ce n'étaient pas nécessairement des gens qui venaient de milieux pro-communistes à la base. Quand j'ai lu le bouquin de M. Lobachevsky il y a quelques années, je me suis dit, tiens, c'est marrant, il y a certains détails de ce qu'il dit que moi je retrouve dans mon expérience personnelle. Par exemple, il fait remarquer qu'en général, les types qui subissaient ce genre de modification du comportement, qui se mettaient à adhérer très facilement à l'idéologie, avaient un niveau de talent réel un peu plus bas que la moyenne. Ce n'étaient pas des nuls complets, mais ce n'étaient pas non plus des types bons dans leur métier, quoi. Visiblement, un peu moins bons que la moyenne. Et c'est là que j'ai commencé à tiquer sur le bouquin de Lobachevsky en me disant, tiens, ça va m'intéresser, parce que mes observations perso sur le monde des cadres, moi j'appartiens à cette grande catégorie qu'en France qu'on appelle les ingénieurs, techniciens et cadres, mes observations perso m'ont amené à la conclusion qu'il y avait une généralisation d'un profil qu'on trouve surtout dans les métiers, je dirais, de com ou de paracommunication, qui ont tendance à se greffer un peu partout aujourd'hui dans les entreprises. Et ce profil, c'est effectivement un profil de mecs qui ne sont pas très bons, mais qui sont très conformistes. Et effectivement, ils correspondent bien au niveau, en quelque sorte, en termes de stratification des compétences, que décrit Lobachevsky dans son bouquin. Là, je me suis dit, tiens, c'est marrant, il y a comme une ressemblance entre ce qui est en train de produire apparemment le néolibéralisme français et ce que produisait le communisme polonais il y a 50 ans. C'est bizarre. Alors, Lobachevsky étant un psychiatre, il a défini tout un vocabulaire pour investiguer son domaine. Bon, ce vocabulaire est un peu décalé par rapport à celui qui existe aujourd'hui, parce que comment dire, il est inspiré pour l'essentiel du vocabulaire de la psychiatrie polonaise d'il y a 50-60 ans. Donc je vais employer un certain nombre de mots maintenant qui correspondent plus tout à fait aux pathologies mentales telles qu'on les décrit aujourd'hui. Mais vous allez voir, ce n'est pas très éloigné. Donc le premier constat de Lobachevsky, quand il s'est demandé pourquoi les choses se passaient comme ça, c'est que le système soviétique était dysfonctionnel parce que tout simplement, il reposait sur une vision erronée de l'être humain. Parce que l'homo soviéticus, disait Lobachevsky, est supposé être un être rationnel. Or, ça n'est tout simplement pas la réalité de l'être humain. Et à partir de là, comme le système reposait sur une anthropologie
défectueuse, la réalité qu'il a produite a été très différente de la réalité qu'il voulait produire. C'est-à-dire que dans la pratique, ce que Lobachevsky a observé à travers le système soviétique, c'est ce qu'il a appelé une pathocratie. Enfin, le système soviétique, ça la variante polonaise, ce qu'il a appelé une pathocratie, c'est-à-dire un gouvernement par des malades. Par des malades, par des gens qui ont un problème de maladie mentale, tout simplement. Le fonctionnement général de cette pathocratie polonaise, pour Lobachevsky, était le suivant. Comme il y avait inadéquation entre la réalité des personnes et leur rôle social, avec en particulier la promotion systématique de personnes conformes idéologiquement, mais pas nécessairement compétentes pour le boulot où on les plaçait, il y avait une déstabilisation générale. Et à partir de là, en quelque sorte, les individus qui souffraient à la base de tendances psychopathiques accentuaient ces tendances et pouvaient les communiquer à des gens qui réagissaient à la psychopathie, souvent en constituant à leur tour une psychopathie. Parce que quand vous fréquentez constamment des gens qui sont, passez-moi l'expression, des tarés, vous avez vous-même du mal à ne pas devenir un taré, ou en tout cas à ne pas vous mettre à réagir comme un taré. Alors, pour dire les choses simplement, c'est ce que Lobachevsky a observé dans la Pologne communiste. Et à partir de là, alors il faut lire son bouquin, je ne vais pas tout vous expliquer, il montre très bien comment il y a des interactions entre les différents types de pathologies mentales dans un système comme ça qui ne fonctionne plus de façon normale, qui ne fonctionne plus en fonction de la réalité. Donc, en gros, il explique qu'il y a ce qu'il appelle des caractéropathes hystériques, aujourd'hui on dirait des caractériels tout simplement, qui forment une sorte de toile de fond qui est favorable au déploiement des manœuvres de gens qui sont atteints de pathologies mentales beaucoup plus lourdes, dont les bénéfices, parce que les maladies mentales ont souvent des bénéfices, les aident en termes de promotion sociale. Donc il analyse en gros, à partir de là, le rôle de ce qu'il appelle les psychopathies paranoïdes et les psychopathies schizoïdes. Donc il donne d'ailleurs un certain nombre d'exemples de psychopathes des différents types. Bon, Lénine, Staline sont des paranoïdes, alors que les idéologues purs qui sont dans la pure idéologie, dont le premier pour lui est Karl Marx, ce qui est une affirmation très contestable, mais bon, c'est son avis, sont des schizoïdes. Bon, alors il fait toute une analyse. Et ce qui montre en gros, c'est que quand vous avez un système qui commence comme ça à se dérégler, parce que les gens ne vivent plus dans la réalité, parce que le système impose une représentation de la société qui n'est pas conforme à la réalité et oblige la société à essayer de se conformer à cette représentation, c'est qu'on crée un contexte général où des réseaux de psychopathes, en fait, paranoïdes et schizoïdes, vont interagir sur la toile de fond générale formée par l'existence dans toute population d'une certaine proportion de gens qui sont atteints de ce qu'il appelle des caractéropathies hystéroïdes. Voilà. Eh bien, moi je trouve que si vous voulez, même si, attention, je ne suis pas en train de dire que les gens qui votent En Marche sont des psychopathes, ou même d'ailleurs que les adhérents d'En Marche sont des psychopathes, ou même que Emmanuel Macron est un psychopathe, je ne connais pas du tout assez la personne pour ça. Je dois dire que la lecture de Lobachevsky au regard de ce qui s'est passé ces 2 dernières années en France est assez inquiétante. Et j'en ai fini en ayant donc fait à peu près 1 fois et demie le temps que j'avais prévu, mais c'est pas grave. Voilà, je vous remercie. Donc on va passer aux questions. Et avant les questions, comme on avait 2 ou 3 réglages peut-être à faire, donc je vais donner 2 informations. Donc le prochain Café Métapo du Cercle Rébellion Toulouse aura lieu le 29 mars et il concernera le sport de la transcendance à la consommation. Et autre chose, nous organisons le vendredi 13 avril une conférence avec Lucien Cerise, aussi à Toulouse,
Donc si vous voulez vous inscrire, vous pouvez, et laissez vos coordonnées à l'entrée, et on vous mettra dans la mail list qui suivra bientôt l'annonce de la conférence. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux questions. Donc s'il y a des questions, voilà, je passerai le micro et vous pouvez poser vos questions directement à Michel Drac. Une précision sur tout sujet que vous voulez. Hein. Je veux dire, c'est pas obligé d'être sur la conférence. Hein. Bonsoir. Bonsoir. Sur le fait que les gens aient voté Macron plus qu'une autre personne, est-ce qu'en fait, finalement, il n'y a pas un désintérêt de la politique et que les gens sont plutôt occupés en fait, au quotidien par leurs soucis sur le travail, gérer les enfants, tout ça. Donc finalement, il y a ce désintérêt et puis il y a également ce que vous avez dit, un aspect moutonnier, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être un ami qui va voter Macron pour les raisons que vous avez invoquées, puis en fait, ils vont dire, bon, oui, apparemment, c'est un bon choix. Le fait de la peur aussi, mais je dirais que le désintérêt de la politique, le quotidien, fait que il y a aussi la baisse de la spiritualité ou la réflexion. Parce que pour s'intéresser, les personnes qui sont là, je pense ce soir, ont eu du temps pour réfléchir, prendre du recul sur la situation, la réalité, et n'ont pas peut-être trop de soucis au quotidien. Enfin, à voir. Donc, oui, je crois que c'est oui, enfin, c'est vrai, oui, mais j'ai essayé de dire maladroitement et en 1 heure et demie ce que vous avez assez bien résumé en 2 minutes. Donc, bon. Oui, c'est pour ça que la majorité, enfin, une très forte proportion des macronistes s'est décidée dans le dernier mois, parce que c'est un électeur faiblement politisé. Effectivement, je pense que c'est leur praxis très souvent, le fait qu'ils n'ont pas, eux, directement été confrontés aux problèmes posés par l'évolution actuelle qui les amenait à voter Macron. Parce que c'est un peu triste à dire, mais en réalité, les gens s'aperçoivent qu'il y a des gens qui souffrent le jour où ils souffrent eux-mêmes. Hein. L'être humain a une grande capacité, en fait, à tourner la tête quand ça l'arrange. Hein. Et effectivement, bon, il y a un désintérêt général de la politique qui est lié alors là, à plusieurs choses. Entre autres, à mon avis, au fait aussi que tout est fait, si vous voulez, pour que... Bon, qu'est-ce qui fait que les gens vont s'intéresser à la politique, en général? C'est qu'ils espèrent que la politique change les choses. Je crois qu'on a bien réussi à convaincre les gens aujourd'hui qu'elles ne pouvaient pas changer les choses, d'où la stratégie du choc appliquée en Grèce. Et puis, bon, on occupe les gens. Je me souviens que j'ai vu un truc il y a quelques temps qui est assez rigolo. Pendant la campagne électorale, figurez-vous que l'ineffable Cyril Hanouna a fait un sondage dans son émission, sur son public. Alors, que vote le public de Cyril Hanouna? Et alors, en tant qu'électeur mal pensant, j'ai été très très content de constater que Marine Le Pen faisait un bid chez Cyril Hanouna. Chez Cyril Hanouna, c'était Mélenchon et Macron qui faisaient un tabac. Si ma mémoire est bonne. Mélenchon d'ailleurs était devant Macron. Bon, effectivement, donc statistiquement, on voit bien effectivement que... Alors j'étais un peu surpris par le vote Mélenchon du public d'Hanouna, mais je pense que ça doit être la partie des électeurs Mélenchon qui cherchent un supplément d'âme, en fait. Non, parce qu'avec les macronistes, je prends des gants, parce que je ne veux pas insulter mes concitoyens, ils ne le méritent pas, ils ont parfaitement le droit d'avoir des opinions différentes de moi, mais avec le public d'Hanouna, j'en prends pas. Je veux dire, là c'est open bar, on peut y aller, les mecs, ils l'ont demandé, hein, qu'on se foute de leur gueule. Voilà, donc je pense que oui, vous avez raison, tout simplement. Vous avez raison. Cela dit, je pense qu'il y a une couche d'explication plus profonde quand on s'intéresse aux gens qui ont vu dans le macronisme un projet positif. C'est-à-dire que là, ce que vous avez très bien résumé, ça vaut pour les macronistes passifs, en quelque sorte. Voilà.
C'est-à-dire que dans un parti politique, vous pouvez quand même vous exprimer, vous pouvez voter, vous avez des réunions où on peut discuter. Et là, ils sont tombés dans un mouvement qui était complètement technocratique, parce que derrière Macron, c'est la technocratie de l'administration française. Ah oui, là, je dirais, c'est parfait, quoi. Je veux dire, Macron et compagnie, c'est effectivement la synthèse de tout ce que les mecs souvent n'aiment pas. Mais ils ont quand même été pour. Ben, je pense que mon explication, si vous voulez, je dirais, je la tiens par Gustave Le Bon. C'est-à-dire que il y a un effet de foule à un moment qui se crée. Et bon, et puis les gens, je la tiens par Gustave Le Bon et Robert Kurz, je dirais. Les gens ont envie de croire qu'il va se passer quelque chose, qu'il va y avoir un miracle. Parce qu'en fait, quand on regarde la situation telle qu'elle est aujourd'hui, c'est très grave comme situation. C'est-à-dire que dans la réalité, ce qui s'est passé en 2015-2016 montre que, contrairement à ce que croyait Merkel, on n'y arrive pas du tout avec les migrants. C'est-à-dire que déjà, on en met 2 millions, l'Europe est au bord de l'explosion. Mais attention, à la porte, c'est pas 2 millions qu'il y a. Hein. Regardez la pyramide démographique de l'Afrique subsaharienne, regardez la pyramide démographique du sous-continent indien, regardez l'évolution des courbes de natalité en Afrique du Nord, regardez la situation de l'Égypte. Les masses qui risquent de déferler, mais en comparaison, ce qu'on s'est pris jusqu'ici, c'est rien. Donc si 2 millions, ça a suffi pour nous mettre au bord de l'explosion, c'est-à-dire que le jour où c'est 10, 20 millions, ça pète instantanément. Hein. Donc et ça va arriver. C'est ça qui est terrifiant. C'est que quand on regarde les choses objectivement, ça va arriver. Il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Enfin, je veux dire, un des rares domaines où on peut faire des prévisions, c'est la démographie. Bon, c'est écrit. Je veux dire, le destin tragique des 20-30 ans qui viennent est écrit dans la pyramide démographique de l'Afrique subsaharienne. Hein. Et d'un certain nombre, à un degré moindre, aussi en Afrique du Nord, au Machrek et dans le sous-continent indien. C'est dans les tuyaux. Et donc les gens peuvent pas vivre avec ça. S'ils regardent les choses lucidement en face, de toute façon, ça va être une catastrophe. Parce que, en gros, où ces mecs passent et on va se retrouver minoritaire sur notre propre sol, ou ils passent pas, et pour les arrêter, il va falloir se transformer en quoi et faire quoi exactement? Oh, mais c'est terrifiant. Sur le plan économique, c'est pareil. Le système continue à fonctionner grâce à l'endettement. Alors vous avez des gens qui vous expliquent que ce n'est pas un problème. Ah oui, ce n'est pas un problème. Donc c'était pas un problème en 2008 d'avoir 230-240% d'endettement en moyenne. Ça a failli nous tuer. Là maintenant, on a repris encore 40 ou 50% de plus. Donc la prochaine fois, est-ce qu'on survivra? Comment ça va se passer? On est en risque de voir tout le système international, tout le système financier international imploser complètement. Dans une catastrophe très, très complexe à gérer. Après, la Terre ne va pas s'arrêter de tourner. Enfin, ça va faire mal, quoi. Et ça, au fond, les gens le sentent, ils le savent. L'Union européenne, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, on résume. Les Hongrois, en gros, qu'est-ce qu'il a fait, Orban? Il y a un certain nombre de sujets, sur l'immigration, on en a beaucoup parlé, mais aussi dans d'autres domaines, où quand Bruxelles lui a dit « Bon, Victor, c'est pas bien ce que tu fais, tu vas changer », en gros, il n'a pas répondu oui, il n'a pas répondu non, il n'a pas répondu merde, il a continué à faire la même chose, il n'a rien répondu du tout. J'en ai rien à foutre de ce que vous dites, je continue. Et alors, il s'est passé quoi après? Rien. Rien. Parce qu'il ne pouvait rien se passer. Les Polonais, c'est pareil. Là, en ce moment, ce qui est en train de se jouer autour du rapport entre l'Europe et la Russie, c'est que le monde anglo-saxon, si vous voulez, britannique et américain, confronté à la perspective de la disparition de sa suprématie, qui est maintenant à la porte, menace de nous faire basculer dans la guerre. Ça peut arriver.
les Américains, en plus, ont envie de faire monter la pression en Europe pour mettre la pression sur l'Allemagne, parce qu'ils ont maintenant un conflit commercial très violent avec les Allemands. Le capital allemand regarde avec beaucoup d'intérêt les perspectives de développement sur la nouvelle économie, sur les économies de l'information, etc., où les Allemands aujourd'hui sont peu présents, mais où ils peuvent s'implanter demain. Les Américains eux-mêmes en ont marre que l'industrie automobile allemande leur botte le cul commercialement depuis des décennies. Bon. Ils sont au bord du conflit. Il y a un risque que les Américains nous entraînent dans une très forte montée des tensions avec les Russes pour nous verrouiller. Parce qu'une fois que les Allemands auront le choix, n'est-ce pas, entre se soumettre commercialement aux Américains ou se soumettre politiquement aux Russes, ils choisiront de se soumettre commercialement aux Américains. Et la Pologne, en ce moment, qui est sous influence américaine, vient de sortir de l'Eurocorps et de réaffirmer comment dire, que pour elle, la seule autorité militaire en Europe, c'était l'OTAN. Donc alors elle est dans l'Union européenne, mais elle en a rien à foutre en fait de l'Union européenne. Ce qui compte, c'est l'OTAN. Alors c'est quoi cette Union européenne? Et puis alors, bon, la façon dont ils ont géré les crises en Europe du Sud, on n'en parle même pas. Même le Fonds monétaire international les a engueulés. Alors si même le Fonds monétaire international trouve qu'ils sont trop libéraux, alors je ne sais plus où on va. Hein. Bon. Donc c'est une catastrophe, et on va tout droit vers la catastrophe. Et en fait, je pense que beaucoup de gens, je ne dirais pas qu'ils le savent, parce que bon, ils sont mal informés, ils regardent encore la télévision, mais les gens ne sont pas si bêtes que ça. Hein. Ils ont un pif, ils le sentent. Ils le sentent que là, ça commence vraiment. Donc ils rêvent, ils veulent rêver. Et je pense que un de leurs rêves, très souvent, c'était on va prendre le meilleur de la gauche et le meilleur de la droite, et ça va nous sauver. Parce que ce n'est pas le système en lui-même qui est mauvais, ce n'est pas le projet en lui-même qui est mauvais, si tant est qu'il existe d'ailleurs, c'est un débat. C'est parce que c'est mal appliqué. Mais si on l'applique bien, ça va changer et on va s'en sortir. Et c'est pour ça. C'est pour ça. C'est très, très largement tout cet électorat qui est allé voter pour le meilleur de la gauche et le meilleur de la droite, et qui a donc cumulé les pathologies en réalité. C'est parce que les mecs, ils voulaient rêver. C'est ce que je vous disais sur Psychologie des foules et Gustave Le Bon. La foule a envie qu'on lui raconte des bobards. C'est ce que disait Goebbels. Plus c'est gros, plus ça passe. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Bonjour monsieur. J'avais une question ici. Là. Par rapport à votre vidéo de février, que je trouvais pas du tout longue, super, vous n'avez pas fini, enfin pour ma part, vous n'avez pas pu finir les projections parce que vous n'aviez pas les résultats de les élections italiennes. Maintenant qu'on les a, est-ce que vous pouvez nous faire profiter un peu de ce que j'en pense, c'est que bon, moi déjà sur ce plan-là, j'ai un point faible évidemment, c'est que je parle pas italien. Alors je peux pas m'informer de là-bas. Donc, je ne sais pas trop où ils vont et ce qu'ils vont faire. Dans mon petit bouquin, là, Voir Macron, c'était clairement une des variables clés pour le quinquennat Macron. C'est-à-dire que j'avais imaginé plusieurs scénarios. En gros, il y avait un scénario 1, qui est un peu le scénario au fil de l'eau, où il ne se passe pas de rupture. Et c'était le scénario où... bon an, mal an, une coalition eurocompatible arrivait à se maintenir en Italie. Donc, alors là, la politique intérieure italienne, c'est extrêmement drôle. Hein. C'est vraiment... ce qui est charmant avec les Italiens, c'est que ça leur pose aucun problème de changer d'avis. Oui, hier j'ai dit ça, mais c'était hier. Aujourd'hui c'est différent et je dis autre chose. Il n'y a pas de problème. Donc on pouvait imaginer toutes sortes de trucs. Pendant la campagne, on dit jamais on ne s'alliera. Et puis après, bon, on fait ce qu'on veut. Bon, et donc on pouvait imaginer ce genre de scénario. Ça n'arrivera probablement pas parce qu'il s'est passé quelque chose que honnêtement je n'avais pas anticipé quand même. Je m'attendais à ce que les populistes fassent un super score en Italie parce que tout simplement, tous les problèmes qu'on a avec l'euro et l'immigration et les migrants, eux maintenant ils ont les mêmes mais par 2 ou par 3. Donc forcément ils s'en prennent beaucoup plus plein la gueule, donc il y a beaucoup plus de gens qui se réveillent. Mais il s'est passé un truc quand même auquel je ne m'attendais pas, c'est que de toute façon, la somme du M5S plus la Ligue, ça fait déjà plus de 50%. Donc même en coalisant tous les autres, il n'y a plus moyen. Donc ils n'ont pas de solution.
Donc ce scénario-là, apparemment, il est bien compromis, quoi. Après, la politique italienne étant, comme je vous disais, assez extraordinaire, on peut s'attendre à tout, à des combines dans tous les sens. Bon, mais en tout cas, ça paraît très mal barré pour ce scénario-là. Et ensuite, j'avais un deuxième scénario qui était une Italie ingouvernable. C'est-à-dire, il n'y a pas moyen de former un gouvernement. Alors, on finit par former une espèce de gouvernement technique, et puis, le pays glisse petit à petit vers des problèmes de plus en plus forts, de plus en plus importants, avec en plus un truc qui plane au-dessus de l'Italie, qui est le risque d'une crise bancaire majeure, semble-t-il. Ça reste ouvert, quoi. Ça reste une des choses qui peuvent se produire. Parce que si la Ligue et le M5S ne s'entendent pas, et apparemment ils ne sont pas partis pour s'entendre, d'après ce que j'ai lu, on ne voit pas trop quel gouvernement il va y avoir, quoi. Ou alors il y avait le troisième scénario. Alors dans mon scénario, c'était l'arrivée au pouvoir du M5S, et j'imaginais, grosse surprise, que en fait le mouvement 5 étoiles appliquait son programme. Ce qui serait une surprise, parce que les populistes du mouvement 5 étoiles, d'après ce qu'on a vu jusqu'ici, leur programme, quand ils arrivent au pouvoir, quand même, on se calme un peu, quoi. Hein. Il y a une tendance cypracisante assez forte, je crois, au M5S. Mais j'ai imaginé un scénario où en fait, le Brexit devenait de plus en plus conflictuel, et où donc les Britanniques disaient aux Italiens: ouais, non, mais allez-y, allez-y, faites bien chier les Allemands, c'est bon. Et pourquoi pas, peut-être, c'est aussi un avenir possible. Je pense que ça dépendra de l'évolution interne du M5S et de la Ligue du Nord, enfin de la Ligue maintenant, et en Italie, et ça dépendra à l'extérieur de ce qui va se passer dans les relations entre les différentes puissances, essentiellement Grande-Bretagne, Allemagne et France, suivant qu'ils s'entendent ou pas. Parce que s'ils s'entendent, si la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France trouvent un terrain d'entente, je pense qu'ils n'ouvriront pas la porte, personne n'ouvrira la porte à l'Italie pour remettre en cause l'architecture du machin. Par contre, s'ils ne s'entendent pas entre eux, en particulier si les Britanniques et les Allemands ne s'entendent pas du tout, là, il y aura peut-être des portes qui vont s'ouvrir, et effectivement, à ce moment-là, l'histoire pourrait s'accélérer d'un coup. Voilà. Pour l'instant, c'est ce que j'en pense, mais encore une fois, n'étant pas italophone, difficile, quoi. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Ici. Oui, vous avez dit dans une de vos vidéos récentes que Macron présentait des signes d'émancipation par rapport à ceux qui l'ont amené au pouvoir. Je pense que ça a à voir peut-être avec une photo que Philoche a tweetée, mais vous n'avez pas mentionné ces noms ce soir. Soral a parlé de ça aussi, mais comme vous, il n'a pas dit davantage. Donc, qu'est-ce que vous vouliez dire? Est-ce que vous auriez la chance de clarifier ce point? Alors, d'abord, je n'ai aucune information off, c'est-à-dire je n'ai pas d'informations particulières sur ce qui se passe dans le secret des cours, n'est-ce pas? Bon. Ce que je pense, c'est que je ne sais pas qui est derrière Macron en réalité, et je ne sais même pas si en fait c'est quelque chose d'unitaire. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer effectivement que Macron a été promu par une fraction du capitalisme français. Bon, alors, c'est quand même assez clair que Drahi était là, que Minc était là, il est passé par la banque Rothschild. Ça paraît plutôt quand même le capitalisme bancaire, avec une surreprésentation, on va dire, des personnes, on va dire d'origine juive ou liées au monde juif. Bon, ce qui, personnellement, je vais être très clair là-dessus, hein. Moi, je suis pour qu'on aborde ce genre de questions de façon froide et dépassionnée. Je n'en ai rien à foutre qu'on me traite d'antisémite, même si à titre personnel, je ne le suis pas du tout. Il y a un certain nombre de réalités qui existent, qui sont des réseaux d'influence. Ces réseaux d'influence sont, pour certains d'entre eux, totalement indépendants du monde juif. D'autres sont liés effectivement au monde juif. Certains d'entre eux sont plus structurants que d'autres, et nous sommes dans une
situation où les réseaux d'influence liés au monde juif paraissent effectivement plus structurants. Bon, ben, peut-être que je me trompe, parce que ce qui se passe à l'intérieur des réseaux de pouvoir au plus haut niveau, pour les gens comme moi en tout cas, c'est largement invisible. C'est une sensation générale que j'ai, quoi. Bon. Quoi qu'il en soit, il est possible effectivement on peut très bien imaginer que ensuite Macron étant propulsé au pouvoir, un certain nombre de gens se sont ralliés à lui après coup. Par exemple, Monsieur Le Castre, le PDG d'AXA, qui est, je crois, aussi le secrétaire général ou un truc comme ça du groupe de Bilderberg. C'est encore un autre réseau d'influence qui n'est pas particulièrement lié au monde juif. Il est un peu, parce que, voilà, mais pas particulièrement. Oui, alors on peut très bien imaginer une guerre de réseaux d'influence au plus haut niveau. De toute façon, il serait assez logique que ce genre de guerre se produise, puisque sur le plan géopolitique, on voit des fissures qui s'élargissent entre les grandes puissances du bloc occidental. On voit très bien qu'entre les Américains et les Allemands, comme je vous disais, il y a de l'eau dans le gaz, qu'entre les Britanniques et les Allemands, il y a de l'eau dans le gaz. Donc ça peut avoir des conséquences en termes de réseau d'influence. Et on peut imaginer, c'est une hypothèse, mais effectivement, enfin, je ne savais pas qu'Alain Soral avait formulé cette hypothèse, mais elle est possible. D'ailleurs, Soral a peut-être plus d'informations que moi, parce qu'il a plus fréquenté certains milieux où il peut avoir ce genre d'informations. Moi, je ne les ai pas. Mais c'est une hypothèse, effectivement, qui est tout à fait possible, qu'à un moment, Macron, après avoir été propulsé plutôt par un réseau d'influence, pour des raisons X ou Y qui tiennent par exemple au fait que ça l'arrange plus à un certain moment, essaye de s'émanciper de ce réseau d'influence parce qu'il y a un autre réseau d'influence qui lui propose un deal plus intéressant. Ça peut arriver. Moi, j'ai pas l'info, si vous voulez, mais effectivement, ça peut arriver. Bonjour. Bonjour. Je me demandais si les circonstances ne pouvaient pas mener éventuellement à l'émergence d'une nouvelle figure ultra-fonctionnelle et ultra-violente du type Hitler ou Mussolini ou quelque chose comme ça. Bah, on est dans un contexte où je pense effectivement que les mécanismes pathocratiques, pour parler comme Lobachevsky, peuvent s'enclencher. La seule chose que je sais, c'est que si ça doit se produire, le type en question, il ne va pas arriver en agitant un drapeau, disant « Bonjour, je suis Adolf Hitler et je reviens ». Ça ne sera pas le film, vous savez, Erist wieder da. Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Je pense que ça sera plutôt un mec qui va au contraire dire prenez-moi parce que sinon vous aurez Hitler, quoi. Et je redoute effectivement un durcissement progressif du système de gouvernement alors oui, un truc qui pourrait ressembler à une nouvelle variante du capitalisme autoritaire. Alors est-ce que ça sera un truc de type fasciste, mais pas au sens du fascisme projet qui a réellement existé dans les années 20, qui était quelque chose d'assez c'est peu connu aujourd'hui et difficile à assumer parce que les gens ne savent pas de quoi ils parlent en général, mais qui était intéressant, effectivement. Le fascisme projet et le national-socialisme projet, ça a existé dans les années 20. Bon, il faut savoir que ça a été dégommé à un certain moment par le fascisme État et par le national-socialisme État, qui ont été des systèmes autoritaires préservant les structures du capitalisme, hein, ni plus ni moins. C'est très compliqué cette histoire. Mais je crains effectivement, sous une forme complètement nouvelle, le retour de ce genre de truc. Parce que forcément, l'oligarchie en place va vouloir défendre son pouvoir, défendre ses prébendes, défendre aussi sa zone d'influence, parce qu'elle est géopolitiquement contestée. Et là, à ce moment-là, on pourrait les antifas, n'est-ce pas, qui ne sont pas vraiment des antifascistes et qui sévissent un peu partout à travers la France, pourraient un jour s'apercevoir de ce que c'est vraiment le fascisme État. Ils pourraient s'apercevoir que le fascisme État, c'est pas du tout ce qu'ils croient.
Et qu'en particulier, il ne faut pas être dupe de l'habillage idéologique. Bon, il s'est trouvé que dans les années 30, le fascisme État a utilisé le fascisme projet comme un masque. Bon, mais demain, il peut utiliser un autre masque, qui peut d'ailleurs être l'antifascisme. Pourquoi pas? Ils s'en foutent. Je veux dire, du point de vue d'un capitaliste qui est là pour que le rendement du capital soit maintenu, le masque qui va permettre de mettre en place le système qui garantit la continuation du rendement du capital, il s'en fout, quoi. Donc ça peut être toutes sortes de choses, y compris un système autoritaire, non pas d'exaltation d'un nationalisme, mais au contraire de répression de toute forme de nationalisme. Et je crains effectivement le glissement vers ce genre de choses. Voilà. Je suis désolé de ne pas vous remonter le moral, mais c'est ce que j'ai voulu dire à la fin en parlant de Lobachevski. Hein. Oui, je voudrais savoir ce que vous pensez de l'assassinat de cet espion russe en... J'en pense que les Britanniques disent que c'est les Russes qui l'ont fait, que c'est possible, hein, parce que effectivement les services russes sont capables de faire ce genre de choses. Maintenant, ce que je me dis aussi, c'est que je ne vois pas pourquoi les services russes seraient allés tuer ce mec. Qu'est-ce que ça leur rapporte vraiment? Pourquoi ils l'auraient fait en plus d'une façon aussi abracadabrante? Parce que finalement, apparemment, je ne suis pas un spécialiste et je ne connais pas les détails du dossier, mais sur ce que je sais, ils n'étaient pas obligés d'employer un poison super sophistiqué, etc. Enfin, je veux dire, j'ai lu le manuel de la CIA, parce qu'on nous a présenté comme le manuel de la CIA, il est disponible en ligne, le manuel que la CIA donne à ses agents, et il y a des recommandations sur la façon de tuer des mecs. Bon, c'est normal, en même temps, c'est la CIA, c'est pas une entreprise philanthropique. Hein. Bon. Et la recommandation, en gros, c'est le mieux, c'est d'utiliser une arme par destination que vous trouvez sur place. Comme ça, il n'y a aucun moyen de retrouver que c'est votre arme. De toute façon, elle était sur place. Si en plus vous pouvez simuler un accident, en gros, c'est parfait, quoi. Donc, je veux dire, c'est pas du tout un trip. On va utiliser du polonium ou je sais pas quoi ou des poisons super sophistiqués, quoi. C'est il avait un presse-papier en forme de gros caillou, c'est dommage, tiens. Bon. Donc, d'ailleurs, il y a même un type comme ça, il a eu un problème avec un piolet, mais enfin, ceci est une autre histoire. Donc, pourquoi les Russes auraient fait ça? Pourquoi cette espèce de roman d'espionnage? Après, c'est possible. Hein, peut-être que c'est Poutine qui a dit, maintenant qu'on a militairement les moyens d'envoyer chier les anglo-saxons, ce qui apparemment est le cas d'après ce qu'il a dit récemment, peut-être qu'il s'est dit, on va s'offrir un petit plaisir, tiens. On va aller non seulement leur flinguer un mec qui nous a trahis, mais en plus, on va bien montrer que c'est nous pour bien leur dire « et va te faire foutre ». Ce qui est tout à fait possible. Hein, mais je crois pas trop, en fait. Je pense que... peut-être je me trompe, mais j'ai plutôt l'intuition d'un truc, d'une manip. Savoir exactement qui l'a fait et pourquoi... Dans ce genre de truc, il vaut mieux attendre. Vous savez, en général, sur ce genre de truc, la vérité surgit 20 ou 30 ans plus tard, quoi. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux en dire aujourd'hui. C'est bon? Ah oui, merci. Bonsoir, Monsieur Drac. Bonsoir. Juste une toute petite question, effectivement. Moi, j'ai, comme vous, été sidéré par les dernières élections présidentielles. Je voulais vous poser la question par rapport à la projection, mettons, dans 5 ans. Est-ce que vous pensez que, vu le réveil de certains peuples, les Italiens, je ne parle pas de la politique qui va suivre, parce qu'évidemment, en Italie, la politique est très compliquée, mais le peuple italien s'est quand même exprimé, donc c'est intéressant. Et donc, comment vous voyez le peuple français dans 5 ans? Est-ce qu'il peut y avoir un réveil ou est-ce qu'il continue à dormir? Est-ce qu'il est toujours dans sa réalité parallèle? Comment vous voyez les choses? D'abord, savoir une chose, je suis très très mauvais sur la politique intérieure française.
Vraiment très mauvais. C'est-à-dire que ça fait un certain nombre d'années que j'essaye de faire des prévisions. Enfin, pas des prévisions, je fais jamais des prévisions, mais d'évaluer des probabilités, d'étudier des scénarios. Donc maintenant, il y a des domaines où je sais que je ne suis pas trop mauvais, et des domaines où je sais que je suis mauvais. Par exemple, en géopolitique, je ne suis pas trop mauvais, j'ai l'impression. Sur les tendances lourdes économiques, je ne suis pas trop mauvais. Je suis assez mauvais sur les choix des classes dirigeantes en matière de gestion de la crise. Je n'ai pas compris leur logiciel, il y a un truc qui ne va pas. Et alors, en politique intérieure française, je suis carrément très mauvais. Je pense que ça vient du fait que j'ai... Enfin, je vais être... Ça va les chevilles? Ouais, c'est bon, allez, on va y aller. Je pense que simplement que j'ai un niveau d'information, et à cause de la masse que j'ai lue maintenant, qui est tellement plus élevé. Ça va, ouais, ça va toujours, ouais. Bon. Non, mais tout simplement qui est tellement plus élevé que la grande majorité des gens que je n'arrive plus à comprendre comment la grande majorité des gens voient les choses. Donc je suis très mauvais dans ce domaine-là. Maintenant, ce que j'observe, c'est que les fondamentaux anthropologiques des Français ne sont pas très différents de ceux des autres peuples européens. Bon. Ce que j'observe, c'est que finalement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que quand les Italiens se sont aperçus que même avec des statistiques truquées, leur PIB par habitant aujourd'hui est inférieur à celui de 1998 quand ils ont constitué l'euro, quand ils se sont aperçus qu'il y avait des parties du territoire qui échappaient non seulement au contrôle de l'État, ce qui n'est pas forcément de nature à traumatiser excessivement les Italiens, mais même au contrôle des autorités locales, ce qui là les impressionne beaucoup plus, eh bien, j'observe qu'à ce moment-là, effectivement, on a passé un seuil. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, il y a eu plus de 50% des personnes pour s'exprimer pour un parti populiste. Bah, je pense que les fondamentaux anthropologiques des Français ne sont pas très différents de ceux des Italiens. Et que donc, si on imagine qu'après, on va faire de la prospective, on va imaginer, on va dire, voilà, il y aura un retournement conjoncturel économique dans un certain temps avant 2022. Et il y en aura un, je pense. Quelle sera sa gravité? C'est difficile à dire. Moi, je pense qu'il risque d'être très violent, parce que les facteurs structurels de déséquilibre sont très grands. Mais je ne peux pas être sûr, c'est pareil. Je ne fais jamais de prévision, en fait, parce que je ne suis pas sûr à 100%. Mais si on imagine que c'est un retournement très violent, ça veut dire effectivement qu'on arrive en 2022 avec une situation de la France en 2022 qui pourrait un peu commencer à ressembler à celle de l'Italie en 2018, quoi, hein, s'en rapprocher un peu. Effectivement, politiquement, ça risque d'être différent de ce qui s'est passé en 2017. Il y aura probablement, si on imagine ce déroulé-là, un réservoir de voix de gens qui ont envie qu'on continue à changer dans la même direction, parce que comme ça ils gardent leur petite vie qui sera plus faible, et un réservoir de voix de gens qui veulent qu'on change dans une autre direction qui sera plus grand. Bon, est-ce qu'on aura passé le cap que les Italiens ont passé en 2018 ? C'est pas modélisable. Hein. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses.